Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 9 départements toujours en vigilance orange pour vent violent. La tempête Aurore souffle de l'Île-de-France à la Meuse. On note des rafales à plus de 150 km/h. 250 000 foyers sont privés d'électricité sur le nord de la France. Aucun train ne circule jusqu'à 10h en Normandie. Les TER sont coupés en Champagne-Ardenne et fortement perturbés sur les Hauts-de-France. L'ensemble des RER également perturbés ce matin. 2 lignes transiliennes sont à l'arrêt, la N et la U. Soyez prudents et patients ce matin. Voilà, renseignez-vous auprès sur les applications avant de vous diriger vers la gare. L'actualité est également européenne en ce jeudi. Sommet électrique pour l'Union. Les 27 dirigeants des États membres se rassemblent cet après-midi. Bonjour Isabelle Horry. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, vous suivez ce sommet européen aujourd'hui. Ce qui cristallise les tensions, c'est la Pologne qui rejette la primauté du droit européen, position qui divise la population. À 2 heures au nord de Varsovie, vous êtes allé à la rencontre des habitants. Reportage. À Gosdovo, le drapeau européen s'affiche partout, du terrain de jeu à la station d'eau potable, en passant par les panneaux solaires. Sans argent européen, pas d'investissement dans le village, explique le maire Dariusz Kelkowski. Nous espérons vraiment qu'un compromis va être trouvé et que les fonds européens seront versés, car nous avons d'autres projets, des canalisations pour les égouts, des routes, des projets sociaux. Dans cette commune rurale de 6 000 habitants, plus de 6 électeurs sur 10 ont voté pour le parti PiS au pouvoir. Mécanicien dans une ferme, Anthony n'aime pas que Bruxelles se mêle des affaires polonaises. La Pologne veut rester, mais dans les mêmes conditions que lorsque nous sommes entrés. Il ne faut pas que les choses changent, que l'attitude de l'Union européenne empire. Et s'ils ne nous donnent pas plus d'argent, alors là oui, nous pouvons partir. Yann, le fermier, est partagé. Il vote une fois pour le PiS, une fois pour les pro-européens. Il tient aux valeurs traditionnelles, mais il veut regarder devant. Le plus important, c'est l'avenir. Et à mon avis, l'avenir de la Pologne, il se trouve dans l'Europe. Selon les enquêtes d'opinion, 8 Polonais sur 10 veulent aujourd'hui rester dans l'Union européenne. Isabelle, on entend que les Polonais restent très pro-européens. Pour eux, c'est donc un jour important. Comment l'UE peut-elle convaincre Varsovie de faire machine arrière à l'occasion de ce sommet ? Évidemment, les autres dirigeants ne peuvent pas laisser passer l'affront, trop grave. Mais ils ne veulent pas aggraver encore la crise, risquer la paralysie européenne. Leur réunion à Bruxelles, c'est donc un moment clé, très politique. Il va falloir faire preuve de finesse, souligne un diplomate. Le Premier ministre polonais a l'air sûr de lui, mais il faut maintenant qu'il entende les autres, renchérit une autre source. Certains vont demander des comptes frontalement, comme le Premier ministre des Pays-Bas. En coulisses, d'autres essaient de réparer les dégâts. Angela Merkel et Emmanuel Macron vont tenter d'avoir un tête-à-tête avec Mateusz Morawiecki. L'objectif, dit-on ici, c'est de lui permettre de sauver la face en douceur, de trouver un terrain d'atterrissage. En parallèle, la Commission européenne, elle, prépare quand même le bâton, une riposte juridique, et elle n'a toujours pas donné son feu vert au plan de relance polonais. Est-ce que Morawiecki va plier ? Pas sûr. Il ne faut pas oublier que sous le communisme, il n'a jamais rien lâché à la police du régime, même lorsqu'elle lui a fait creuser sa propre tombe. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Alors sur la vaste table circulaire du Conseil européen, les sujets ne manquent pas. Il y a le cas polonais, bien sûr, mais aussi les prix de l'énergie, et en particulier ceux des carburants. Et en France, l'exécutif cherche encore la parade pour faire face à cette flambée des tarifs. Son cœur balance toujours entre le chèque essence et une taxe flottante. La mesure retenue devrait être annoncée dans les prochaines heures. Mais le gouvernement prend son temps, car il faut trouver la bonne mesure, celle qui ne mettra pas le feu aux poudres. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Journaliste au service politique d'Europe 1 en direct avec nous. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, les Gilets jaunes se mobilisaient contre la hausse des prix du carburant. Mouvement qui a profondément marqué le quinquennat d'Emmanuel Macron. L'exécutif craint une nouvelle fronde sociale, à tel point, vous nous le révélez ce matin, que les services de renseignement ont été mobilisés. Oui, selon nos informations, toutes les préfectures et sous-préfectures ont été mises en alerte. Demande express formulée il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le service central du renseignement territorial est depuis mobilisé pour détecter d'éventuelles reprises du mouvement des Gilets jaunes. Cela passe par une surveillance sur le terrain, sur les célèbres ronds-points et par de la veille renforcée sur les réseaux sociaux. Alors ce qui ressort pour le moment du travail d'enquête des agents, c'est qu'à ce stade, aucune mobilisation d'envergure n'apparaît. Les services de renseignement notent que les Français semblent finalement résignés face à ces hausses de prix du carburant. Mais la vigilance reste totale selon une note confidentielle que nous avons pu nous procurer. Je cite, une mesure mal comprise, un fait divers ou une polémique peuvent mettre le feu aux poudres. On comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron et Jean Castex mettent autant de temps avant de trancher, car ces éléments sont arrivés jusque sur leur bureau. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les prix des carburants qui impactent fortement le porte-monnaie des
les Français, et surtout s'ils sont modestes, certains ont tout de même trouvé une solution pour payer moins cher. Changer de carburant, tout simplement. De plus en plus d'automobilistes se tournent en effet vers le super-éthanol, plus économique que le diesel ou l'essence. Et pour l'utiliser mode Descamps, il suffit de changer de voiture ou d'installer un boîtier sur la vôtre. Oui, à 70 centimes le litre, le super-éthanol a la préférence de nombreux Français ces derniers temps. Le spécialiste automobile Norauto a par exemple multiplié par 3 le nombre de boîtiers installés depuis le mois de septembre. Une tendance qu'observe également Sébastien Lepolès, fondateur de FlexFuel. On est à plus 37% sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre, on vise quasiment le double de nombre de boîtiers, donc avec environ 2000 boîtiers au lieu de 1285 au mois de septembre 2019. Parmi les automobilistes qui ont sauté le pas, il y a Tristan. Il habite dans l'Oise mais travaille à Paris. Il y a 3 semaines, il a changé de véhicule pour une hybride essence bioéthanol parce que les constructeurs, par exemple comme Ford, se lancent sur ce nouveau marché. Sur un plein, on peut presque parler de moitié prix par rapport notamment au diesel. Ça fait un plein autour de 25 € à peu près. Et en tout cas, un vrai plaisir presque à chaque fois qu'on fait le plein. Et sachez qu'aujourd'hui, 9 voitures essence sur 10 sont compatibles avec un boîtier super-éthanol. Une solution qui reste moins coûteuse que de changer de véhicule, entre 700 et 1500 €. En revanche, sachez qu'on consomme entre 15 et 25% de carburant en plus en roulant au super-éthanol. Un mode Descamps du service économie d'Europe 1. À 6 mois de la présidentielle, à présent cette question, les catholiques vont-ils voter en fonction de leurs convictions religieuses ? Eh bien oui, pour seulement 23% d'entre eux. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour le Pèlerin que vous dévoile Europe 1 ce matin. Étude qui permet de mieux cerner le profil de cet électorat très convoité à droite. Le directeur de la rédaction du Pèlerin, Samuel Lévien. Aujourd'hui, la question, ça va être de comment cet électorat va se reventiler entre la droite qui n'a pas encore désigné son candidat, mais il y a un Michel Barnier dont on attend les propositions sur la famille qui va peut-être pouvoir faire une percée auprès de cet électorat. Il y a aussi la candidature probable d'Éric Zemmour qui attire l'attention. Alors là, on est plus sur les questions en fait de bioéthique. Là, pour le coup, même si elles ne font pas recette chez l'ensemble des catholiques, ces questions-là pourraient véritablement déterminer leur vote, notamment chez les plus jeunes. Samuel Liévin, directeur de la rédaction du Pèlerin, invité de Julien Pirce et Omblin Roche dans la matinale d'Europe 1. Enfin, c'est l'événement dans l'univers de l'édition, l'événement de la semaine. Le nouvel album des aventures d'Astérix paraît aujourd'hui. Astérix et le Griffon, 39e album de notre Gaulois préféré aux éditions Hachette et Albert René. C'est le 5e sous la houlette de l'illustrateur Didier Conrad et l'auteur Jean-Yves Ferry. Et cette fois, il part à la rencontre de nouveaux personnages dans le grand froid, Marie Jiquel. Astérix est là. Le cadre est inhabituel, des paysages gelés d'une région imaginaire que l'on pourrait situer entre la Russie et l'Ukraine, le pays du peuple des Sarmates. Nos héros Astérix, Obélix et Idéfix vont devoir s'adapter aux températures glaciales. Jean-Yves Ferry, l'auteur. Cette fois-ci, c'est un peu compliqué pour les Gaulois. Il y a effectivement la potion qui gèle, on peut le dire. Obélix, lui, a un petit souci du côté de son chien, qui pète une durite. Nous allons faire un beau voyage, Idéfix. Tu ne comptes pas l'emmener avec nous ? Pourquoi pas, monsieur Astérix ? Parce qu'il est trop petit pour un si grand voyage, monsieur Obélix. L'aventure convie de nouveaux personnages, du côté des Sarmates, mais aussi côté romain. On a Dansonjus, le centurion. Nous avons le gladiateur Jolicursus. Et nous avons le géographe Terrenconus. Bon, il a les traits d'un écrivain célèbre. Cet écrivain, c'est Michel Houellebecq. Enfin, l'autre référence au monde d'aujourd'hui, un personnage nommé Chloroquine. Marie Jiquel, Astérix et le Griffon, c'est en librairie donc dès aujourd'hui. Les éditions Albert René et Hachette espèrent en vendre 5 millions d'exemplaires. Et à cette occasion, Europe 1 sort un podcast, Les 20 secrets d'Astérix, à retrouver sur europe1.fr et sur toutes les plateformes d'écoute en accès gratuit partout à 10. Merci, bien vu. Merci Fanny Marceau. Faut que je vous trouve un nom. Un nom romain ? Un nom gaulois, tiens. Un nom gaulois, je vais m'en chercher un moi aussi. Dimitri Pavlenkin. Dimitri Pavlenkin. Merci Fanny.